Alors bonjour à tous, bienvenue à l'Observatoire pour cette première conférence de la journée. Moi c'est Anthony, je serai le maître de cérémonie et je vais vous présenter Rémi qui va venir sur scène, qui va nous présenter les rouages de l'autocomplétion si je me souviens. Alors Rémi, on m'a dit que c'était un mec super pédagogue, donc je compte sur toi pour Merci. nous expliquer comment ça marche. Yes. Et ben merci Anthony. Ok. Merci Anthony. Salut tout le monde. Ça fait super plaisir d'être ici avec vous pour parler d'un sujet qui m'a un petit peu passionné ces dernières semaines, ces derniers mois, celui de l'autocomplétion. Et la raison pour laquelle ça m'a happé comme ça, c'est que c'est quand même un sujet qu'on voit tout le temps. L'autocomplétion, on en a partout. C'est omniprésent. Il y en a. Aujourd'hui, probablement que tout le monde ici dans la salle se sert de l'autocomplétion dans son IDE pour travailler. Dans le monde, tout le monde s'en sert à peu près tout le temps. Pourtant, on sait rarement comment ça fonctionne, en dehors de quelques cas très particuliers. Et ça a été un des facteurs qui m'a motivé à étudier ce sujet-là. Alors, quand je dis étudier, je suis un petit peu scolaire des fois, mais je me suis amusé à aller chercher plein d'articles de recherche entre les années 50 et aujourd'hui, et je me suis farci ça dans mes longues soirées d'hiver. Je m'attendais pas trop à passer mon hiver à faire ça, pour être honnête. Euh, et c'est là que j'ai trouvé la deuxième raison pour laquelle ce sujet m'a vraiment tenu, c'est qu'en fait, c'est un problème complexe, l'autocomplétion. C'est un petit peu difficile à exprimer ce problème et à le résoudre, mais les algos qui sont proposés pour y répondre se basent souvent sur une idée simple, brillante même, et ça résout le problème de façon très élégante. Moi, j'ai trouvé ça hyper stimulant, vraiment passionnant. C'est pour ça que je vous propose de faire un tour d'horizon de ces algos aujourd'hui. Quand on sortira d'ici, normalement, vous aurez une bien meilleure idée de comment ça fonctionne sous le capot, un petit peu, ces machines-là. Et, euh, je vous propose qu'on commence. Mais bien sûr, avant de commencer, je suis supposé vous dire bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Rémi Biro-Delru. Je suis développeur web depuis une grosse dizaine d'années. J'ai travaillé un peu partout en France et un peu aussi en Amérique du Nord. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec d'excellents développeurs, dont une partie sont dans la salle aujourd'hui. Ça fait super plaisir de vous voir. Et je fréquente aussi d'excellents développeurs au sein de Serly. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux sont dans la salle à côté en train de faire un super atelier sur les LLM. On n'en parlera pas beaucoup d'ailleurs des LLM, mais vous verrez, c'est quand même un sujet d'autocomplétion existant. Quand on parle d'autocomplétion, on parle d'un problème un peu général. Nous, on va se restreindre surtout sur un sujet particulier qui est celui que je vous montre ici. Oh, il y a des petits bugs. On a une requête qui nous est fournie par un usager et nous, on dispose d'un dictionnaire avec des termes. J'ai mis les conférences, ça me semblait un peu logique. L'objectif, c'est de retrouver tous les termes, toutes les conférences ici qui correspondent aux termes, à la requête qu'on nous a donnée. Ça ouvre deux branches en fait. Il va y avoir une première branche qui est on va vouloir comment on fait en fait pour comparer deux mots, savoir s'ils sont similaires. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième, ça va être comment on fait pour éviter de comparer notre requête à tous les termes de notre dictionnaire pour éviter de faire trop de calculs. Si on continue un petit peu là-dessus, les contraintes qui vont s'appliquer à ce problème-là, elles sont nombreuses. Principalement, c'est la taille du dictionnaire et les ressources dont on dispose. Les ressources dont on dispose, typiquement, quand on a un IDE, on a toutes les ressources du monde, on a un dictionnaire assez gros, c'est même un peu bizarre de dire dictionnaire, c'est tout le code source qu'on a sur notre poste, par exemple. Là, on est tranquille, les algorithmes, on va pouvoir utiliser un LLM, il va pouvoir nous sortir une bonne complétion. Par contre, dans un contexte un petit peu plus contraint, embarqué ou appli web, là, on va avoir besoin d'algorithmes un petit peu plus performants pour être capable de répondre sous les 30 millisecondes, par exemple, à un utilisateur. Nous, on va surtout se concentrer sur ce qui se passe dans une appli web ou une appli embarquée, parce que finalement, les algos qui marchent en contrainte forte marchent aussi en contrainte faible. Et le premier algo que je vous propose de voir ensemble, c'est celui des trigrammes. Les trigrammes, c'est un concept un peu rigolo. Honnêtement, c'est à peine un algo.
Et ça, c'est apparu un peu organiquement dans l'informatique des années 50-60. Il n'y a pas vraiment d'article de recherche qui dit c'est moi qui ai inventé ça. Des trigrammes, c'est vraiment bête, c'est 3 lettres. 3 lettres, l'idée c'est de prendre notre mot comme DevQuest ici et de le couper en séquence de 3 lettres. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que si on veut savoir si 2 mots sont similaires, on va être un petit peu obligé de regarder leur sous-chaîne et de trouver des correspondances entre ces sous-chaînes. Si on ne fait pas ça, comparer les mots en entier, on a juste vrai ou faux finalement. Donc les trigrammes, l'idée va être de diviser notre mot en suite de 3 lettres et de comparer ça avec notre requête par exemple. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, vous allez voir c'est très bête. Si j'arrive à trouver ma souris, yes. Imaginons notre requête de tout à l'heure qui était devQuest avec un K, qui est une orthographe un peu frauduleuse. Vous voyez que je l'ai divisé en trigrammes, en série de 3 lettres. Et si derrière, je veux comparer ça à devQuest, le vrai, les couleurs ne s'affichent pas sur l'écran, c'est dommage. Là, ce qu'on voit, c'est que dev, les deux sont en vert et... dommage. Et EST, c'est en vert aussi. Ça va être un peu compliqué pour la fin, mais c'est pas très grave. On a 4 trigrammes en commun sur 12. Ça nous donne un score de similarité d'à peu près 33%, ce qui est plutôt pas mal en fait. Les scores de similarité avec cet algo, ils vont osciller entre 0 et 0.5 en fait finalement. Si je vous montre par exemple que cet algo il est un peu cohérent, devQuest il est similaire à 100% avec lui-même. À l'inverse, devQuest il est un petit peu moins similaire à devFest, 36%, c'est un beau score. Si je vais pour le comparer à Devoxx, sans me tromper, on est à 20%, c'est un petit peu moins bon. Et si on compare ça au Jug Summer Camp, ça se ressemble pas du tout. C'est pas du tout similaire. Ça semble assez cohérent. Cet algo, il est vraiment cool parce que c'est hyper simple et ça marche du tonnerre. Surtout qu'on peut facilement éviter d'aller comparer notre requête, par exemple devQuest, à tous les termes du dictionnaire, comme j'expliquais juste avant, en utilisant un index. En fait, on peut faire comme dans une base de données, on peut aller indexer tous les trigrammes qu'on a rencontrés déjà. Ça va ressembler à ça. On a un dictionnaire avec les noms des conférences, on vient chercher tous les trigrammes qui sont là, et on va regarder leur présence ou non dans chaque mot du dictionnaire. Quand on fait ça, ça nous donne donc un index qui va nous permettre derrière de facilement savoir quelles sont les correspondances à notre requête. Il y a un problème, ceci dit, très performant, ça renvoie des super résultats, mais il y a une limitation à cet algo. Est-ce que vous auriez une petite idée de quelle limitation ça pourrait être? Ouais, c'est vrai. On peut rajouter l'ordre dans l'index, par exemple. C'est un des sujets qui est exploré souvent. Ouais. Ouais, c'est ça, ça correspond à l'ordre finalement des trigrammes, un petit peu leur position. On peut rajouter là en fait leur position plus ou moins 2 par exemple, des choses comme ça. Ouais, bah là avec les fautes d'orthographe ça a plutôt bien marché. C'est pas trop mal parce qu'en fait bah, ça va changer un trigramme mais pas tous. Donc devQuest avec le cas ça a passé en fait. Il y a un élément qui va être un peu lourd ici, c'est en fait dans notre dictionnaire en moyenne on a un trigramme par lettre du dictionnaire. Et quand je dis par lettre, c'est toutes les lettres de tous les mots. Par exemple, ici, je sais pas, on a une quinzaine, vingtaine de lettres tout en haut. On va avoir une quinzaine, vingtaine de trigrammes. En fait, la plupart des trigrammes sont présents dans un seul mot, ce qui signifie que notre index, il a autant de lignes qu'on a de lettres cumulées dans le dictionnaire. Ça va poser un problème de mémoire, en fait, parce que ça veut dire que l'index, il fait de base 3 fois la taille du dictionnaire au minimum. Et avec toutes les données qu'on y met, ça monte à 5, parfois 10 fois la taille du dictionnaire. Et ça, c'est la contrainte de cet algorithme, qui fait que c'est pas mal quand on travaille sur des petits dicos, quand on est en train de coder ça tout seul, parce qu'on ne veut pas rajouter une dépendance vers une base de données, par exemple, ou qu'on fait de l'embarqué. Mais dès qu'on va avoir des problèmes assez sérieux, on ne pourra pas continuer sur ce sujet-là. C'est pour ça que dans les années 60, justement avec l'idée des fautes d'orthographe dont on parlait juste avant, il y a un
concept qui est apparu, qui a été inventé par un gars qui s'appelle Levenstein. Donc voici une photo qui est sortie il y a 2 mois. N'hésitez pas à aller voir le site de Joris Virid, en bas à droite. C'est lui qui a pris ces photos qui datent des années 90. Elles sont super bien, je trouve. Levenstein, ce qu'il propose, c'est donc quand on tape quelque chose dans l'autocomplétion, souvent on a écrit quelque chose avec une faute d'orthographe. Il propose de compter les fautes d'orthographe pour comparer les mots. Ce qu'il propose, c'est d'imaginer qu'entre 2 mots, on peut toujours trouver un chemin à partir de 3 fautes. Soit on a ajouté une lettre, soit on en a enlevé une, soit on a remplacé une lettre par une autre. C'est l'insertion, la suppression, la substitution, les 3 opérations élémentaires, les 3 fautes d'orthographe qu'il va prendre en compte dans son concept de distance. Pour vous montrer un peu à quoi ça correspond, la distance entre, en haut, DevQuest à l'orthographe frauduleuse et DevQuest va être de 2, parce que le chemin qui permet d'aller de l'un à l'autre, ça va être par exemple de remplacer le K par un Q et le W par un U. C'est ici. Ça va nous donner un chemin de taille 2, donc la distance est 2. C'est le chemin le plus court en l'occurrence, il peut y avoir plusieurs chemins. Entre DevQuest et DevFest, est-ce que vous voyez un petit peu la distance que ça peut faire? C'est 2 aussi, ouais. Pour quel chemin? Q en F et on vire une lettre. On vire le U, exactement. Entre DevQuest et Devoxx, ça va être un peu plus long. Je ne vais pas vous poser la question, ça prend 5 et je vous ai mis un des chemins possibles. Et entre DevQuest et Jug Summer Camp, c'est 13. Et il y a 14 lettres dans Jug Summer Camp et on va être capable de garder le U et le E de Quest pour en faire le U et le E de Summer, rajouter des lettres au milieu, autour. Bon. C'est ça l'idée de la distance de Levenstein, qui est une distance d'édition. Il y en a d'autres qui prennent en compte d'autres types de fautes d'orthographe, par exemple le fait de permuter 2 lettres. Et la manière dont on l'implémente, on est prêt à le voir maintenant. Je vous le mets un peu comme lui, il l'a mis, donc une espèce d'équation / algorithme, c'est un peu bizarre. En fait, c'est hyper simple à écrire, c'est quasiment le code JavaScript que je vous mets là. Dans un premier temps, on va regarder, on compare 2 mots, A et B, on veut savoir combien de fautes ça prend pour aller de A à B. Si A est vide, ça va prendre autant d'insertions qu'on a de lettres dans B, c'est logique. Si B est vide, à l'inverse, ça va prendre autant de suppressions qu'on a de lettres dans A. Donc ça nous donne la distance déjà dans ces cas limites. Ensuite, on va regarder les 2 premières lettres de nos mots pour savoir si c'est les mêmes ou pas. Si c'est les mêmes, pas de faute, on continue avec la distance de ce qui reste dans les mots. Si ce n'est pas les mêmes, c'est donc qu'on a une faute. Et on va vouloir la plus petite distance de ce qui reste dans nos mots. Vous allez voir, ça va prendre un petit peu plus de sens. Si on a une faute, on a 3 possibilités. Soit on a inséré une lettre, soit on en a enlevé une, soit on en a substitué une. Donc si on insère une lettre, ça va donner ça. On ignore la première lettre de B, on considère qu'elle a été rajoutée. A l'inverse, si on a considéré que c'était une suppression, on ignore la première lettre de A, qui a été supprimée. Et finalement, pour une substitution, on ignore les 2 premières lettres de A et B. Ça, c'est exactement la tronche qu'a le code en Java ou en JavaScript, à part que ce sera des if-else. Et ça marche bien. C'est avec ça que j'ai calculé le 13 de juste avant. Mais il y a un problème quand même. Il y a une limitation à nouveau. Et est-ce que vous la voyez? Indice, elle est écrite 5 fois sur la diapo. C'est récursif, exactement. C'est très récursif. En fait, dans le pire des cas, ça prend, je crois que c'est du 3 puissance n, la complexité algorithmique de ce truc-là. Le pire des cas, on tombe tout le temps dans le sinon, c'est quand on a des mots qui sont très différents finalement, comme DevQuest et Jug Summer Camp. Donc forcément, il nous faut un algo pour aller plus vite. Et c'est 5 ans plus tard que 2 scientifiques proposent un algo qui va plus vite, qui, voilà un peu la complexité, la tronche que ça a. Tout ce qui nous intéresse, c'est que c'est une estimation vague du nombre d'opérations que ça prend. Ce qu'il faut se dire, c'est un ordre de grandeur. Si on imagine des mots de 10 lettres, qu'on compare l'un à l'autre, avec l'algo qu'on vient de se faire ensemble, c'est à peu près 10 000 opérations, alors qu'avec celui-là, c'est une centaine. C'est quand même une diminution de 2 ordres de grandeur. C'est très perfo. En fait, c'est quasi optimal.
Je vais le passer un peu vite parce qu'il n'est pas hyper intéressant. C'est un peu fastidieux à faire à la main, honnêtement. Ça ressemble à ça. on met nos mots dans un tableau. Je pourrais peut-être bouger avec la souris, je ne sais pas si ça marche. Ouais. On met nos mots dans un tableau ici, on voit DevFest à gauche qu'on va comparer à DevQuest à droite. Oups, ça ne marche pas du tout. Et l'idée, ça va être en fait de lire ce tableau comme des séries de sous-chaînes. On s'est dit, quand on parle des séries de sous-chaînes, l'underscore c'est la chaîne vide, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lire ici en disant, pour aller de la chaîne vide à la chaîne vide, ça prend 0 opération, de la chaîne vide à D, ça prend 1 opération. La chaîne vide à DE, ça prend 2 opérations. Vous voyez où je veux en venir. Les opérations dont je viens de parler à l'horizontale, c'est des insertions. A l'inverse, si je le lis pour les colonnes, ce qu'on voit ici, c'est que pour aller du D à la chaîne vide, ça prend une suppression. DE à la chaîne vide, 2 suppressions, etc. Et l'algo, lui, il va consister à dire, on remplit les lignes une par une, en partant de la gauche, comme si on était en train de lire le tableau, et on prend les voisins, donc ici on a 1, 0, 1, on prend ce chiffre-là, on compare ensuite les 2 lettres qui correspondent à cette case, si ce n'est pas les mêmes, on rajoute 1. En fait, ça correspond vraiment à l'idée qu'on avait juste avant, c'est que si on prend l'un des voisins au-dessus ou à côté, c'est qu'on opte pour une suppression ou une insertion. Si on prend la diagonale, c'est qu'on opte pour une substitution. On va le remplir comme ça. Bon, je vous l'ai fait en entier, je vous le passe ici. Je l'ai vérifié à la main 2-3 fois, celui-là, ça prend 3 plombes, c'est fastidieux, mais quand on le code, en fait, l'idée, c'est qu'on va pouvoir se contenter de garder les 2 dernières lignes qu'on a évaluées en mémoire. Ça va hyper vite, c'est juste de l'itération. Hyper perfo. Là, on a parlé ensemble de deux manières de comparer les mots, de savoir s'ils sont similaires. Et je vous les compare ici pour voir un petit peu l'intérêt de l'un par rapport à l'autre. Ce qu'on voit, c'est que les trigrammes nous offrent une mesure de la similarité, un pourcentage de similarité entre 2 mots. À l'inverse, la distance de Levenshtein, elle va nous donner un nombre entier, forcément positif. Si c'est 0, c'est qu'on parle du même mot. Et voilà, en fait, finalement, on sait que la distance de Levenshtein est un peu plus compliquée à calculer. Elle va cependant être un petit peu plus instinctive parce que compter les fautes, c'est quand même quelque chose qui nous vient assez naturellement quand on veut savoir si des mots sont similaires. Par contre, il y a un truc qu'on ne s'est pas dit, c'est que autant avec les trigrammes, on a notre index qui nous permet d'éviter d'aller comparer DevQuest ici avec le K à tous les termes du dictionnaire. Avec la distance de Levenshtein, ce n'est pas aussi facile. Il a fallu attendre moins 1 an, c'est-à-dire en 73, pour avoir un algo qui fait ça. Bon, je vous dis moins 1 an, c'est que BK, c'est 2 chercheurs, je vais vous afficher le nom et peut-être pas le prononcer parce que c'est hyper dur, c'est Burkhardt et Keller. En fait, à l'époque, donc, ils ont l'algo naïf et ils cherchent à éviter de faire trop de comparaisons. Et ils vont inventer une espèce d'algo hyper intelligent. C'est vraiment le truc le plus brillant que j'ai vu, je pense, à date, mais un peu abstrait, un peu difficile à expliquer. Donc, je vais boire un peu d'eau. Et on passe à ça juste après. Oh. Excellent. Leur proposition, ça va être de se baser sur l'idée que la distance de Levenshtein, c'est une vraie distance, c'est-à-dire qu'elle respecte, pour les gens qui ont vu ça dans leurs jeunes années, elle respecte l'inégalité triangulaire. Ça veut dire tout simplement que le chemin le plus court entre 2 points, c'est la ligne droite. C'est ça que ça veut dire, ce concept-là. Ça va nous être utile juste après. Si on veut expliquer un petit peu cet algo, il va falloir un peu d'imagination et une démarche pédagogique audacieuse. Je vous propose d'identifier le dictionnaire qu'on avait tout à l'heure, toutes les conférences, à un saucisson. Et les couleurs passent, ça fait plaisir. Imaginons que les atomes de ce saucisson sont les mots de notre dictionnaire. Enfin, je vous avais dit, dispositif pédagogique audacieux. On va faire avec ce saucisson ce qu'on fait avec tout saucisson, le couper en tranches. On ne va pas le couper n'importe comment, ceci dit. On va le couper avec la distance dont on dispose. Et quand on coupe un saucisson, la distance
de la tranche, c'est un peu la distance à l'extrémité du saucisson. On va prendre l'extrémité du haut, ça va être plus facile. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que tous les mots qui sont là sont à une distance de 1 de l'extrémité tout en haut, distance de 2, distance de 3, et ainsi de suite. Et l'algo, il ressemble à ça. On a une requête, le devQuest avec un K, on regarde sa distance avec l'extrémité du saucisson, je vais appeler ça la base, parce que sinon ça va être un petit peu long. On regarde la distance entre notre requête et la base, ça nous donne la tranche dans laquelle se situe notre requête. C'est elle qu'on va choisir, on va la garder. De là, on va, et ça devient philosophique, la considérer comme un saucisson à part entière, cette tranche de saucisson. La découper à nouveau, regarder la distance entre notre requête et cette nouvelle base. Ça nous donne la tranche qu'on veut choisir, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à seulement un atome, un terme, qui va être un résultat qu'on veut renvoyer. Pour vous le dire un petit peu plus précisément, le problème va un peu changer. Plutôt que d'essayer de juste remonter absolument tout ce qui correspond à notre requête, on va se restreindre un petit peu, on va dire on veut remonter uniquement les résultats à une certaine distance de notre requête. Par exemple, ici, on va dire les résultats à une distance de 2. Et pour illustrer un petit peu ça, imaginons que devQuest et la base du saucisson aient une distance de 6. On va aller chercher la tranche numéro 6, qui est là, et les tranches voisines. Et c'est là que mon histoire de ligne droite va être importante. En fait, si on veut ramener tous les résultats qui sont pas trop loin de notre requête, on veut donc ramener la sphère finalement de rayon 2 autour de la requête. Cette sphère, elle est intégralement contenue dans les tranches de saucisson qui tournent autour de la requête finalement. Bon, je vous parle de saucisson, en même temps on n'a pas encore faim à cette heure-ci. Là, ça a l'air hyper récursif, ce que je vous ai dit, ça l'est, mais ça va être simplifié par un arbre, l'arbre BK en fait, dont on parlait juste avant, qui ressemble à ça. Donc on prend la base de notre saucisson, et ce qu'on va faire, c'est un précalcul. C'est un peu comme l'index de tout à l'heure, on va parcourir notre dictionnaire. On va aller prendre tous les mots et on va les mettre dans des saucissons en fonction de leur distance à la base. On va faire ça de manière récursive dans chaque saucisson. Donc on va commencer par le premier, même chose, par le deuxième, troisième. Voilà, un bel arbre à saucisson que je ne vais pas vous laisser trop longtemps parce que c'est un peu bizarre. Concrètement, ça ressemble à ça. Je vous ai rajouté juste 2-3 faux noms de conférences pour que ça ait un petit peu plus de profondeur. On a devQuest en haut, qui est la base du premier saucisson. Je vois des gens apprécier le saucisson dans la salle. On voit par exemple que tout ce qui est sous la branche-tranche, c'est similaire. Tout ce qui est sous la première branche ici, qui est labellé 2, ça va être à une distance de 2 du mot devQuest. Et effectivement, devFest, on l'a vu tout à l'heure, distance de 2. Et puis les deux trucs idiots en bas, devBest et devCrest, pareil, distance de 2. Par contre, devBest, il est à une distance seulement de 1 de devFest, vu qu'on change juste le F en B. A l'inverse, de l'autre côté, bon, on voit ce que j'ai fait avec Devox et Jug. On voit un peu comment fonctionne ce truc-là. Et l'idée va être de construire ça avec notre arbre. Historiquement, on fait ça la nuit avant de mettre le truc en ligne parce que ça prend 3 plombes avec l'algo naïf. Mais nous, c'est un petit peu plus rapide aujourd'hui. Et l'idée, c'est quand on va recevoir la requête, devQuest, on va appliquer notre algorithme de saucisson, sauf qu'au lieu de prendre des tranches, on va prendre des branches. Donc devQuest avec un K, on sait qu'il a une distance de 2 de devQuest tout en haut, au sommet, et on va donc prendre la branche 2. Derrière, on va arriver à devFest, on a une distance de 2 toujours, je l'ai fait exprès de prendre toujours des 2. On va prendre la branche 2 et la branche 1 qui est à une distance de pas loin de la tranche numéro 2. Ça va nous amener à ces deux derniers résultats qu'on va pouvoir comparer, la distance est 2. Là, on n'a eu que des 2, c'est parfait, c'est des résultats qu'on renvoie. On voulait tous les termes qui sont à une distance de 2 ou moins de la requête. Mais ce n'est pas un hasard si on a uniquement évalué des termes qui nous conviennent. C'est pas un hasard, enfin ça l'est pour le terme initial, mais ensuite cet algo, là où il est très fort, c'est qu'il va être capable d'évaluer uniquement les termes qui nous intéressent dans l'arbre. En fait, il va presque prévoir d'avance où est-ce qu'il faut aller pour éviter de faire des comparaisons en trop. C'est assez fou en termes de perfo. J'ai vu des chiffres qui disent à peu près 95 à 98% de ce qu'on va évaluer, c'est des résultats qu'on remonte. Honnêtement, c'est fou, parce que juste avant, c'était 100% de ce qu'on évaluait tout le dictionnaire, donc la plupart des résultats qu'on évaluait, on ne les voulait pas. D'ailleurs, en termes de perfo,
voilà un beau graphe. La source ne s'affiche pas très bien. Vous pouvez trouver la source de ce graphe-là en tapant BK3 Lisp, l'ISP, comme le langage de programmation des années 90. Super dépôt, super analyse. Là, ce qu'on voit, c'est en abscisse, en vertical, en ordonnée alors. En vertical, on voit le nombre de mots qu'on a visités dans l'arbre, en fait le ratio. Donc quand on est tout en haut, on a visité la moitié des mots de l'arbre pour les comparer à notre requête. Et en bas, on voit la distance maximale qu'on est prêt à accepter. Donc le 2, c'est ce qu'on s'est donné nous, c'est ici, et au bout, on a 8. On voit que les perfos, elles sont assez folles jusqu'à 5, et qu'après, ça se dégrade. Ceci dit, 8 par exemple, c'est un petit peu débile de prendre ça. DevQuest est à une distance de 7 de Niort. Pourtant, ce n'est pas similaire en termes de mots. Si on commence à aller ramener tous les résultats à une distance de 8 de la requête, on ramène le monde entier, et c'est logique qu'on visite tout le dictionnaire, ou au moins 50%. Voilà, cet algo, il est assez rigolo. J'espère que les saucisses, ça ne vous a pas trop déconcentré. Si je résume un petit peu ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, on avait deux manières de calculer un petit peu la similarité entre deux mots, ce qui nous sert dans l'autocomplétion pour savoir quel résultat envoyer. Les trigrammes et la distance d'édition. On a deux manières de calculer la distance d'édition. On va utiliser Wagner-Fisher, c'est généralement ce qu'il y a de plus perfo. Et pour éviter de faire trop de comparaisons, on a l'index pour les trigrammes et les arbres BK pour les distances d'édition. De là, moi, si demain je dois implémenter une autocomplétion, je vais plutôt pas l'implémenter moi-même et aller la chercher, je sais pas, dans Elastic ou dans Postgre. Ceci dit, il y a plein de contextes dans lesquels j'aurais pas la possibilité de faire ça, typiquement de l'embarquer, ou si je fais une petite appli et que j'ai pas vraiment envie de m'encombrer d'une grosse dépendance en plus. Dans ce cas-là, si le dico est petit, on part sur les trigrammes. Si le dico est gros, on part sur l'arbre BK. Et ça va être vraiment ce qu'il y a de plus agréable à implémenter soi-même. Ces algos sont vraiment cool. En tout cas, moi, l'arbre BK, je l'ai trouvé fou en termes de performance par rapport à sa simplicité. Peut-être on peut faire un petit point d'étape. Est-ce que tout va bien pour vous? Et est-ce que vous avez des questions? Tout est clair? Nickel. Dans ce cas-là, on peut continuer. Je vais boire juste un peu. Yes. On peut continuer. C'est good. Yes. On peut continuer ici. Là, ce qu'on a fait, on s'est mouillé la nuque avec les trigrammes. On a plongé un petit peu quand même avec les distances d'édition, mais on ne s'est pas mouillé la tête encore. Ça va être le temps de le faire avec l'algo qui vient ensuite, qui lui sort du domaine de ce qu'on peut implémenter nous-mêmes facilement. Parce qu'en fait, les arbres BK, ça n'a pas été battu pendant 30 ans. Il a fallu attendre 2001 pour qu'il y ait quelque chose d'un peu plus performant, mais de beaucoup plus compliqué qui sorte. C'est ça qu'on va voir là, parce que l'idée est quand même cool, elle est très graphique. Par contre, je ne sais pas à quel point ça va marcher sans les couleurs, mais vous verrez, vous me ferez confiance. L'idée, c'est que quand on a notre algo naïf, qu'on compare notre requête à chacun des termes du dictionnaire individuellement, en fait, on ne fait pas une comparaison arbitraire. C'est vrai que Wagner-Fisher, ça vient optimiser une comparaison arbitraire entre deux mots. Par contre, nous, on compare toujours la même requête aux différents termes du dictionnaire. Si on compare toujours la même requête, il doit y avoir moyen de précalculer quelque chose. Ce précalcul, c'est l'idée des automates de Levenshtein. Les automates, je ne sais pas si vous avez encore ça en tête, parce que généralement, on le voit pendant les études, puis on ne s'en sert plus jamais. L'idée, c'est vraiment juste de représenter d'une certaine manière une fonction qui accepte un mot et pas d'autres mots, ou une famille de mots et pas d'autres mots. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. L'automate qui... Est-ce que j'ai ma souris? Ouais. Ah. L'automate qui reconnaît le mot dev, par exemple. Il ressemble à ça. Les ronds sont des états dans lesquels on va arriver, et les flèches sont des transitions qui vont consommer une lettre. Cet automate, si on lui donne le mot dev, il va le consommer jusqu'à arriver au dernier état, qui est entouré deux fois. Il est final, ça veut dire que si on n'a plus de lettres à consommer, on est bon. C'est reconnu.
À l'inverse, si je lui donne le mot, je sais pas, dev quest, arrivé à la fin, il reste quest à consommer, on n'est pas bon. Si je lui donne le mot jug, dès le début, il va m'envoyer bouler. Maintenant, l'idée des automates de Levenstein va être assez rigolote, c'est de trouver un automate qui peut nous renvoyer, qui peut accepter tous les mots qui sont à une distance de 2, par exemple, 2, 1, 0, du mot dev. Alors ça veut dire que quand je vais lui donner dev, il va me dire oui, mais quand je vais lui donner, je sais pas, bev, je sais pas, n'importe quoi, il va me dire oui aussi, en fait, à ce moment-là. Mais si je lui donne jug, il va me dire non. Je vais vous montrer juste à quoi ça ressemble. En termes de timing, on est comment? On est good? Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble l'automate de Levenstein qui reconnaît le mot D à une distance de 1. D à une distance de 1. Mais déjà, ça veut dire quoi reconnaître D à une distance de 1? C'est quoi les... Nickel, merci. C'est quoi les mots qui vont être reconnus d'après vous? Ouais, toutes les lettres de l'alphabet, exactement. Rien. La chaîne de caractères vides, elle est à une distance de 1. Ouais, les chiffres, si on les considère, on va rester sur les lettres ici, mais effectivement, en pratique, on peut les prendre en compte. Un autre truc qui va marcher là-dedans, c'est tous les mots de 2 lettres qui ont D dedans, finalement. Parce qu'on a inséré une lettre avant ou après. Bon, attention les yeux, ça ressemble à ça, l'automate qui reconnaît tout ce qu'on vient de se dire. C'est un automate non déterministe. Ça, on n'en fait pas beaucoup d'habitude. Ça veut dire qu'il y a plusieurs états qui peuvent être actifs à la fois. Il y a l'automate de base en bas, qui correspond à « on n'a pas eu d'erreur ». Et l'automate du haut, la ligne du haut plutôt, c'est quand on a eu une erreur. D'ailleurs, c'est ça le deuxième chiffre, c'est le nombre d'erreurs qu'on a rencontrées. Quand on évalue cet automate-là, en fait, on va tout le temps se déplacer vers la droite et vers le haut à mesure qu'on rencontre des lettres et des erreurs. Ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que si on consomme le D, on va avoir 3 états actifs. On va avoir l'état final ici, mais aussi l'étoile, elle match tout, donc elle va bouffer le D, sauf que ça ne marchera pas. Et ici, on a l'étoile et le vide. Le vide, c'est que la chaîne de caractères vide, il faut que ça passe. Bon, ça, c'est une petite construction pour avoir un automate qui reconnaît donc tous les mots à une certaine distance de notre requête. Si je mets la distance 2, on va juste rajouter un étage. Pas beaucoup plus beau, mais ça marche. Si je reviens à 0 un petit peu et qu'on revient sur l'automate de dev, on va avoir... voilà à quoi ça ressemble avec 1. On rajoute un étage. C'est exactement ce qu'on vient de voir ensemble. Si jamais on veut regarder à quoi ça ressemble avec 2, même chose, on rajoute un étage. Je vais plutôt rester sur le 1 qui va nous intéresser. L'idée, ça va être, on reçoit une requête, on construit l'automate à partir de ça, et on va l'évaluer sur tous les termes du dictionnaire. Là, en termes de perfo, on n'est pas fou. Évaluer un automate non déterministe, c'est pas très rapide. Donc on n'y gagne absolument rien. Et c'est pour ça que dans les années 90, quand cette idée apparaît, c'est vraiment une vue de l'esprit, c'est un jeu pour les chercheurs, mais ce n'est pas quelque chose de très sérieux. D'ailleurs, le terme automate de Levenstein va arriver seulement 10 ans plus tard. Par contre, en 2001, 2 chercheurs dont j'ai mangé les noms proposent une idée un peu cool. La première idée, c'est de représenter notre dictionnaire sous la forme d'un arbre à préfixe. Là, c'est un arbre à préfixe que je vous ai mis ici. C'est hyper bête. En fait, c'est quelque chose qui se faisait déjà. Les dicos un peu gros, on les représente comme un arbre à préfixe parce que c'est plus compact, que ça permet de les lister et de faire de la recherche quand même assez facilement. Un arbre à préfixe, c'est ce truc-là. Là, on voit qu'il y a 3 mots dans mon arbre. Est-ce que vous savez lesquels? Bah oui. Div, dev, jug. C'est vraiment très bête cette construction-là. Ça se fait hyper facilement. C'est un objet JS. Honnêtement, c'est à peine notable. Mais l'idée, ça va être de représenter notre dictionnaire comme ça. Et à partir du moment où on fait ça, on va pouvoir comparer. Oups, si. Vraiment, un truc qui ne marche pas avec les couleurs. On va pouvoir comparer ici. On a notre automate qui reconnaît dev et tout ce qui a une distance de 1 de dev. À droite, on a notre dictionnaire. Oubliez un instant qu'il y ait du rouge en bas, c'est pas supposé.
l'idée va être de parcourir notre arbre à droite, donc notre dictionnaire, et de tout le temps, à chaque fois qu'on le parcourt, donner la lettre qu'on a à l'automate pour qu'il nous dise si oui ou non on est bon. On va le faire ensemble, on va voir si les couleurs l'acceptent. Il y a une mouche sur mon truc. On commence en haut de l'arbre. On va commencer par manger le D. Non, ça marche pas, les couleurs. Ah, ça y est. On va le faire en entier et on va voir si ensuite il accepte. Voilà. On commence par manger. Ok, on est là. Ça, c'est les états, ici, les états actifs. Honnêtement, on ne va pas s'embêter avec ça. Ça va juste nous dire si l'automate nous accepte ou pas. À droite, on mange le D. On se retrouve ici. Les états actifs sont là. On voit que la première colonne, c'est pas d'erreur. La deuxième, c'est on a une erreur. Ensuite, on mange le E. On mange le V. État final. L'automate aussi est dans un état final. Ok, c'est bon. Ce mot fait partie des résultats. Si on continue, on repart en haut. En vérité, on repartirait directement du D. On mange le I. On mange le... Ah, là, on voit par contre, le I, c'est une faute. La colonne de gauche n'est plus allumée. On n'a plus que des états actifs dans la colonne de droite. On mange le V. On arrive à un état final, mais avec une erreur. Ça passe. Et pour finir, on retourne en haut. On mange le J. Première erreur. On mange le U. C'est fini. Et on s'arrête là pour cet arbre. Cet arbre, il est très simpliste, sinon ce serait un petit peu gros pour mettre sur l'écran. Cet algo va être vraiment le plus perfo qu'on a aujourd'hui. Par contre, à implémenter, c'est une plaie. Et c'est une plaie au point qu'aujourd'hui, ça existe, cet algo. Vous pouvez la voir dans Elasticsearch et dans Apache Solar, qui sont les deux principaux moteurs de recherche sur le marché en open source. Et ils ont fait appel à un chercheur français pour qu'il leur implémente le truc parce que c'était trop galère. Ça vous donne une idée de la complexité du machin. Et je pense que c'est le moment de juste résumer ce qu'on a vu ensemble. On a vu finalement 3 manières de comparer des mots pour savoir s'ils sont similaires. On a parlé des trigrammes avec l'index, on a parlé de la distance de Levenshtein avec l'arbre BK. Et puis là, on vient de voir un outil supplémentaire qui est celui des automates avec cette espèce d'intersection entre l'arbre à préfixe et l'automate. Si demain, on a accès à Elastic, à peut-être, je ne sais pas si c'est fait dans Postgre par contre, les automates de Levenshtein, c'est vraiment le truc le plus performant. Et puis je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vous ai montré un petit peu les algos un petit tour d'horizon des algos qui drivent les systèmes d'autocomplétion. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous transmettre ces idées un petit peu brillantes qu'il y avait dans ces algos-là. Moi, ça m'a vraiment bien chauffé. J'étais très content d'être ici avec vous. Et est-ce que vous avez des questions ? Ok, merci Rémi. Alors, des questions ? Bien le micro. Oui, on a parlé donc de la façon dont les dictionnaires sont reconnus, mais on n'a pas parlé de comment ces dictionnaires sont alimentés au fil de l'eau, éventuellement. Oui, tout à fait. Dans le cadre des trigrammes, par exemple, ça va être pas très compliqué. Par contre, c'est vrai que dans les autres cas, l'arbre BK, par exemple, ça va nécessiter de régulièrement régénérer notre arbre. Ça va être assez facile de lui rajouter des termes, mais en enlever, ça va être plus compliqué parce qu'il va peut-être falloir rééquilibrer des choses. Ceci dit, ça se génère vraiment assez rapidement et facilement aujourd'hui. Pour l'arbre à préfixe, par contre, c'est hyper facile. On peut ajouter, enlever des termes à la volée très facilement. Merci. Salut, merci pour la conf, c'était super intéressant. J'avais une question par rapport à Levenshtein, du coup. Ouais. On a parlé de l'ajout, du retrait et de la substitution. Imaginons, je fais une erreur, j'intervertis 2 lettres. Est-ce qu'il y a des algos qui ont pris en compte le fait de regarder l'index +1 pour faire juste un changement de lettre qui, du coup, gagnerait une distance de 1 au lieu de faire de changement de lettre? Ouais, tout à fait. En fait, je parle ici des distances d'édition. La distance de Levenshtein, c'est une des distances d'édition possibles. Il y a d'autres personnes qui ont creusé un petit peu le fait d'avoir d'autres types d'opérations élémentaires, d'autres types de fautes qu'on prend en compte, notamment la permutation de 2 lettres, qui est quand même quelque chose qui arrive assez souvent quand on tape au clavier. Ça, c'est pris en compte.
Par contre, ça va demander un petit peu de changer les choses dans Wagner-Fischer. Maintenant, Wagner-Fischer, c'est un peu juste une mémorisation de l'algo naïf, donc en fait, ça reste du domaine du possible. Je ne sais pas à quel point c'est implémenté, par contre, dans Elastic ou Solar. Bonjour, merci déjà. Hop. Par le passé, j'ai eu à travailler sur des choses similaires et j'avais utilisé un algorithme de recherche phonétique, Soundex par exemple. Oui. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Bien, moins bien, rien à voir? Voilà. Non, mais carrément, c'est un algo qui permet de comparer la similarité des mots en fonction de à quoi ils sonnent à peu près. Donc l'idée, c'est de deviner avec leur orthographe comment ça va sonner quand on le prononce pour pouvoir essayer de trouver des similarités. Le problème de Soundex, c'est qu'il marche surtout pour l'anglais. Il n'est pas hyper adapté aux autres langues. C'est pour ça que je ne l'ai pas beaucoup traité. Moi, je me basais surtout sur du français. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, je me demandais pour les idéogrammes, comment ça fonctionne sur du japonais ou sur du Ouais, chinois. carrément. Eh bien, ça fonctionne. Les trigrammes, ça fonctionne très bien pour les idéogrammes, dans une certaine mesure, parce que sémantiquement, des fois, ça fout un peu le dawa. Mais par contre, c'est vrai que par contre, l'idée des fautes d'orthographe, je ne sais pas à quel point ça va fonctionner. Ça peut se tester, hein, mais c'est pas quelque chose que je code beaucoup. Mais excellente question. Je chercherai un petit peu plus. Merci. Ok, merci Rémi. On va s'arrêter là. On est à l'heure. On est pile à l'heure. Il doit être 50. Donc là, c'est la pause. Et je vous retrouve, vous ou d'autres, peut-être plus tard pour la prochaine conférence. Ben oui, merci aux personnes qui gèrent le son et la technique. Et merci de m'avoir invité. Plaisir. Merci à tous.